Bonjour à toutes et tous. On est vraiment ravis de vous accueillir ce matin pour ce nouvel épisode de When Insight Meet Data. Je suis Guillaume Veil, je suis le fondateur et le CEO de Zulu, qui est la première plateforme de freelance 100% spécialisée dans les métiers de la data et des études de marché. Et notre conviction, c'est que le déploiement de la complémentarité entre insight et data, il est essentiel à l'efficacité et à l'impact des décisions business. Et c'est dans cet esprit, en fait, qu'on a développé ce type de webinaire. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux et je remercie particulièrement Thomas Barocca de la SNCF. Alors SNCF, on connaît évidemment tous, on pratique tous. On le voit souvent comme une compagnie nationale, mais on oublie que c'est l'un des plus grands transporteurs mondiaux, avec plus d'un tiers de son chiffre d'affaires réalisé à l'export. Une société qui est à l'offensive pour se déployer à l'international. Donc, je suis particulièrement heureux. Et merci beaucoup, Thomas, parce que Thomas avait des petits soucis de voix. Donc, en plus, je sais qu'il fait un effort particulier pour être là ce matin. Un énorme merci également à Sixtine et Gilles, qui sont deux talents Zulu et qui vont se présenter dans les minutes qui viennent. Et je suis sûr qu'ils vont vous passionner. En tout cas, on a pris énormément de plaisir à préparer cet échange tous les 5. Et merci à Philippe, qui est le grand ordonnateur de ce webinaire et à qui je vais tout de suite passer la parole. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire numéro 2. Alors ce webinaire n'est ni une démonstration technique, ni un retour d'expérience classique. Il s'inscrit dans le format que Guillaume vient de décrire, que nous avons conçu comme un espace d'hybridation. L'idée est simple, créer les conditions d'un dialogue structuré entre deux disciplines qui travaillent souvent en parallèle, l'insight et la data. Lors de la première édition, nous avions confronté deux regards autour d'une problématique d'abonnement pour un grand quotidien du soir, avant de faire converger ces regards. Cette fois, le mouvement est un peu différent. Il s'agit de construire un regard commun à partir d'un même brief réel, porté par Thomas, travailler ensemble par un Free Insight et un Free Data, tous deux membres de la communauté Zulu. Mon rôle ce matin est d'organiser cette discussion autour d'une question centrale. Qu'est-ce que l'accès à une connaissance prédictive change réellement dans le cadre de décision des organisations? L'objectif n'est pas d'aboutir à une recette, c'est de rendre visibles en revanche les opportunités, les risques et les tensions que cela génère. Et peut-être de clarifier ce que ce déplacement implique pour nos organisations. Pour cela, donc, nous allons nous appuyer sur le cas de SNCF Voyageurs et il est grand temps, Guillaume, de présenter nos protagonistes et on va même les laisser le faire. Donc, d'abord Thomas, puis Sixtine et enfin Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Guillaume, je me prie de m'excuser pour ma voix éraillée qui fait partie des joies de l'hiver. Je suis Thomas Barocca, je suis directeur data et connaissances clients pour l'activité TGV, une direction qui a pour raison d'être d'accompagner l'ensemble de l'entreprise pour transformer la connaissance client en actions très concrètes. Et ça, je pense que c'est le message important de ce matin. Notre vocation, c'est vraiment de prendre toute cette matière pour en faire quelque chose derrière. Pour faire ça, on marche sur deux jambes en termes d'expertise. La première, la partie data, connaissance client, qui est vraiment l'exploitation de notre décisionnel client interne SNCF. Et de l'autre côté, la partie insight client. Donc, ça ne vous semblera pas complètement étranger à ce webinaire. Souvent en interne, je suis encore parfois identifié comme Monsieur Data. J'aime bien dire que je suis surtout moi aujourd'hui à la manœuvre pour être le traducteur entre cette partie data, cette partie insight, et faire le lien en fait avec les équipes opérationnelles, le business. Derrière, avec une conviction très forte, que la connaissance client, elle ne sert que si elle est activable. Je ne vous cache pas qu'il y a 6 ans, quand on s'est lancé dans cette aventure de rapprochement, on avait le sentiment d'être assez isolé dans les benchmarks qu'on a pu faire. Et donc, je suis ravi de voir que ces approches aujourd'hui sont de plus en plus diffusées, au point d'en faire un webinaire. Et donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Merci Thomas.
Je passe la parole à Sixtine. Je m'appelle Sixtine Berbiac, donc je suis ravie d'être ici ce matin parce que j'exerce depuis 10 ans en tant que data analyst, data scientist, head of BI, enfin, tous les métiers Madame Data, effectivement, mais sous un autre angle. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des chercheurs, avec des gens qui vont créer, générer de la data plus, on va dire, plus humaine, plus discrète dans ma carrière, mais rarement de travailler avec les équipes Insight. Et j'ai également pris énormément de plaisir à préparer ce webinaire avec vous, découvrir comment on pouvait comment dire, faire travailler nos méthodes ensemble pour produire des insights, des informations clients qui nous permettent, comme disait Thomas, d'actionner vraiment les choses derrière, de ne pas juste avoir de la data pour faire de la data. Donc, je suis ravie de cette discussion avec vous aujourd'hui. Merci Sixtine. Et on a un seul regard, un seul micro. On passe sur les désagréments techniques qui nous sont arrivés ce matin. On est en mode frugal. Voilà, Gilles, à toi. Gilles, mon nom de famille c'est Giulicelli et ça veut dire petit juge en Corse. Alors moi, mon pédigré à moi, c'est les insights. Je les ai pratiqués chez Google, je les ai pratiqués chez Criteo, dans 2 agences médias, plus récemment chez Ipsos BVA. Mais chez Criteo, je suis également tombé dans la data, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai managé une équipe qui avait des gens d'insights, des gens de data. J'ai pu voir à quel point j'ai appris un petit peu les techniques, j'ai appris le slang aussi un petit peu, et j'ai pu voir effectivement comment que les faire fonctionner ensemble, c'était à la fois une grosse récompense, mais ça ne venait pas automatiquement. Très bien, merci pour ces présentations. Donc, on va passer maintenant au pitch. Donc, Thomas, tu as 10 minutes pour… Juste avant de démarrer, on va peut-être lancer le petit sondage sur oui, bien sûr. La donnée prédictive. Bien sûr. Alors, on va partager avec vous une question à laquelle vous pouvez répondre, c'est votre utilisation aujourd'hui de la donnée prédictive. Voilà, c'est parti. parti. Vous avez le temps, c'est parti, vous avez le temps de voter pendant que Thomas commence à faire son pitch. Il est déjà fait, je pense. On est pas bien. À toi, Thomas. Ça marche. Du coup, moi, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Predixat. Alors, peut-être en préambule, déjà vous dire que ce n'est pas un énième projet de data. J'ai vraiment envie, dans le partage, qu'il soit vu comme l'opportunité qui est offerte de vraiment être dans une logique de changement de posture dans le pilotage de l'activité du business. Et puis, en préambule aussi, vous dire que forcément, étant côté SNCF Voyageurs, je vais vous parler train. Et finalement, ce qu'on vous partage ce matin, la méthode de travail, elle est finalement réplicable à n'importe quel business derrière. Et donc, on s'efforcera aussi, je pense, à pouvoir faire des parallèles au-delà de la mobilité et du train, de telle manière à vous aider aussi à vous projeter sur concrètement qu'est-ce qu'un projet comme celui-là veut dire dans vos business respectifs. Alors, la genèse de ce projet-là, elle démarre sur notre baromètre de recommandation à froid. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure qu'on fait un peu éloignée du voyage. J'ai pour habitude, quand je le présente en général, de dire que c'est ce qu'on vit quand vous êtes au restaurant et que le sujet SNCF arrive sur la table. À ce moment-là, la personne que vous avez en face de vous, elle ne sort a priori pas du TGV, donc elle va vous partager ce qui lui reste en tête, ce qu'on appelle la trace mémorielle. Pour prendre 2 exemples, assez récemment, il y a quelques semaines, j'ai échangé avec une cliente qui me partageait son stress et sa frustration pour échanger un billet lors finalement d'une suppression d'un TGV. Le voyage remontait à plusieurs mois et c'était cette expérience-là qu'elle avait envie de me partager. Puis à l'inverse, il y a quelques mois, à l'issue d'une intervention, j'ai un client qui est venu me voir. Alors lui, il était resté plusieurs heures dans le TGV bloqué à cause d'une tempête sur la façade atlantique. Et il venait me voir parce qu'il voulait absolument que je retrouve le chef de bord qui s'était occupé de lui dans le TGV pour lui décerner la médaille de l'empereur des chefs de bord, c'est ses mots, parce qu'il l'avait trouvé vraiment génial. Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, finalement, et ça vous le vivez tous dans vos business, c'est que la clé, c'est qu'une expérience forte, finalement, elle écrase tout le reste. Et pour le dire autrement, sur un client qui va prendre 10, 20 fois le TGV dans l'année, les trajets sur lesquels il est allé d'un point A à un point B, et où tout s'est passé de manière assez fluide, finalement, et assez naturelle,
Ce n'est pas des expériences qui vont le marquer. Or, le trajet sur lequel il y a eu potentiellement un pépin important, c'est celui-là qui va rester. Alors ça, c'est super parce que dans un baromètre de qualité, un baromètre de recommandation à froid, on sait tout ça. La complexité, c'est comment est-ce que vous passez des milliers de clients que vous avez interrogés finalement à une connaissance sur l'ensemble de votre base de données. Et ça, c'est une gageure quand vous fonctionnez qu'avec une logique insight client. Et ça, c'est assez normal puisque vous êtes sur des logiques d'échantillonnage. Alors, je suis déconnecté, mais je pense qu'on m'entend toujours, c'est le principal. On est d'accord, c'est les joies du Wi-Fi derrière. Tu veux venir Ouais. Je vais rester là pour éviter de partager le micro. Excellent, merci. Et je pense que je suis revenu en plus. Donc la réflexion pour nous a été comment est-ce qu'on sort de cette logique d'échantillonnage. Parce que finalement, avec la recommandation à froid par logique barométrique, vous pouvez déjà prendre des actions macro, mais pour un client donné, la plupart du temps, vous êtes aveugle. Alors pour faire ça, on a complètement pivoté en s'appuyant sur ce on appelle nos données de production de TGV. Donc finalement, c'est toutes les données qu'on a en interne SNCF, en interne TGV, la régularité, les items autour du confort, de la propreté, l'information voyageur, pour reprendre quelques exemples. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est finalement se dire par rapport à toutes ces variables-là, quelles sont celles qu'on peut utiliser de telle manière à essayer de reconstituer l'expérience de voyage de nos clients au plus proche de la réalité, pour après pouvoir prédire la satisfaction client. Alors, je vous prends des exemples très ferroviaires, mais là, pour le coup, ça marche dans tous vos business. Le délai de livraison d'un colis, le délai de réponse à une candidature sur les sujets RH, la disponibilité des produits dans le retail, tout ça, c'est des données que vous avez qui rentrent dans la qualité, ce que j'appelle produite. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir la mettre en regard de la qualité perçue de ce que vous disent vos clients. Avec vraiment cette logique de chercher à le faire tout au long du parcours, de l'achat jusqu'à la prévente, quand nos clients ont besoin d'accéder au service après-vente. Une fois que vous avez récupéré cette donnée, on rentre dans la logique de la création du modèle. Alors là, vous avez deux approches. Vous avez l'approche de vous prenez toutes les données, vous secouez tout ça et vous espérez avoir un super résultat. En général, ça ne marche pas pour tous ceux qui ont au moins essayé une fois. Donc l'idée est plutôt… Le chaudron magique. Voilà, le chaudron magique, en général, ça ne marche pas. Donc l'idée pour nous a été plutôt de repartir des insights, où finalement on connaît le top driver de la satisfaction client, et de se dire, finalement, dans ce top driver-là, quelles sont les données en interne qui sont le plus proches de ce top driver-là. Donc on a fait finalement une sélection de variables par itération. Ne croyez pas, parce que le webinaire, finalement, il donne très peu de temps que tout est magique et tout fonctionne. C'est normal que tout ne fonctionne pas du premier coup. Donc, plusieurs tests de variables et puis plusieurs tests de modèles. Et donc, on a testé, on a itéré jusqu'à atteindre finalement la précision qui nous semblait satisfaisante au regard des expérimentations qu'on voulait mener. Une fois que vous avez ça, vous êtes dans un changement d'échelle. Vous passez, et c'est assez dingue, hein, de quelques milliers de clients sur lesquels vous savez identifier que vous avez eu des expériences suffisamment mal gérées pour être plutôt, avoir des clients plutôt dans la catégorie des détracteurs, à des dizaines de millions de clients sur lesquels vous avez l'information puisque vous êtes arrivé à la propager. Donc vraiment, je reprends à cette image, hein, pour un client donné qui a fait 20 voyages, la plupart du temps, j'étais aveugle. Au milieu, il va répondre à 2 enquêtes de satisfaction dans l'année. Avec le modèle, je vais combler avec les 18 voyages manquants et donc j'arrive à avoir une analyse beaucoup plus fine de la situation pour me dire ce client-là, au regard finalement de ces 20 voyages, il est très certainement dans la catégorie des détracteurs, des passifs ou des promoteurs. Et donc ça permet d'enclencher toute une nouvelle dynamique en termes de raisonnement. Donc ce raisonnement à l'échelle individuelle, pour nous, ça a vraiment été le gap. Alors ce projet-là, on l'a testé en externe. On est très fiers dans l'équipe d'avoir remporté le prix Or Advanced Research Award en 2024. On a remporté le Grand Prix de la Data et on était les seuls gagnants dans la catégorie CRM en 2025, qui est pour moi une vraie reconnaissance d'avoir cette connaissance client augmentée à l'IA. Alors, avoir ce modèle, c'est bien.
Savoir en faire quelque chose, c'est encore mieux. On a testé des choses que j'aurai l'occasion de vous partager après, mais c'est typiquement le brief que j'ai donné à Sixtine et Gilles, et sur lequel ils ont eu la gentillesse de bûcher ces dernières semaines, et qui vont nous partager maintenant le résultat, le fruit de leur réflexion. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation et ce pitch. J'espère que tout le monde aura bien compris qu'on est vraiment dans un autre cadre. On se retrouve dans une situation totalement inhabituelle, hein, d'où le nom donné à ce deuxième webinaire, hein, passer de la satisfaction rétroviseur sur une partie seulement des clients à une satisfaction boussole qui peut donner des directions, qui offre des choses. Et ça va être ma première question en fait. Qu'est-ce que cet accès à la donnée offre comme perspective pour vous? C'est un game changer sur plein de points, hein, parce que alors moi, j'ai quand même fait un petit peu de travail pour regarder. J'ai pas vu beaucoup de projets qui étaient similaires. J'ai vu beaucoup de projets où on avait de la donnée opérationnelle qui décrivait de la donnée opérationnelle avec maintenance prédictive, etc. Mais là, on rentre vraiment dans les wagons, on rentre même dans la tête du passager. Et moi, l'un des points qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que Predixat, ça permet quand même de sortir de l'angle mort des non-répondants. Pour n'importe quelle enquête, tu as 10% de taux de réponse, 15%, si tu as vraiment beaucoup de chance, ça te laisse 9 personnes sur 10 qui répondent pas. Et en CX, ces non-répondants, ils sont particulièrement dangereux parce que c'est typiquement des gens qui vont voter avec leurs pieds ou voter avec leur voiture. À savoir, ils sont désengagés émotionnellement. Ils ont décidé que la prochaine fois, ils utiliseraient un autre moyen de transport ou un concurrent et ils ne prennent pas la peine de répondre à une enquête. Et quand ils partent à la concurrence, évidemment, c'est trop tard. Donc là, si tu réussis à les rattraper, ceux-là, que tu sois SNCF ou que tu sois un autre type d'annonceur, forcément, ça a une valeur énorme. Et puis moi, forcément, ce type de propagation de données, ça m'a fait penser à tout ce qui était données synthétiques, personas synthétiques. Ça va dans ce qui préoccupe beaucoup la profession en ce moment. Oui, c'est sûr. Et alors là où, tu vois, c'est rigolo parce que justement, le persona, c'est un super bon exemple. On peut le tirer à la fois de la donnée opérationnelle, comme on le disait tout à l'heure. Donc, j'ai fait tant de voyages par an, de données éventuellement démographiques, je voyage souvent en achetant 3 billets, etc., etc. Et on peut aussi aller le chercher avec de la donnée insight, à savoir, OK, quel type d'insatisfaction vont être remontées, pourquoi je choisis la SNCF, des choses un peu plus différentes, en fait, de la donnée différente, votre donnée à vous, là, pleine de sentiments, d'humanité, etc. Et là, ce que je trouve génial dans l'approche qu'on propose là, c'est de sortir de système de boîte noire. Parce que la boîte noire, c'était quoi? C'est le client, moi, qui vient me voir et qui me dit « je veux faire de l'AI, je veux faire du prédictif, mais je ne sais pas trop sur quelle variable, c'est à toi de les trouver, en gros. » Là, on rentre dans une méthodologie qui n'a absolument rien à voir, parce que les insights vont nous donner des drivers, tu l'as bien dit Thomas, et ensuite ces drivers, on va aller regarder dans notre base de données à quoi ça correspond. Et donc du coup, on voit bien qu'on se met à faire le lien entre des drivers, donc des objectifs business, et de la data, donc à savoir des logs produits par nos machines, etc. Et là, on voit une dynamique se mettre en place entre les deux, entre « ah ben tiens, ces insights, ces drivers m'ont été relevés, proposés comme déterminants, discriminants dans tel domaine, je vais voir ce que j'ai en data, je vais faire mes tests, etc. » Et on rentre dans une dynamique qui est beaucoup plus sympathique, parce qu'en fait, de boîte noire, feuille blanche, on passe à « ok, ceux-ci sont mes premières priorités ». Et ça, c'est hyper important. Et pour le persona, voilà, pour revenir à l'exemple, donc c'est notre exemple favori parce qu'on peut se baser sur ces deux données, on va avoir les hypothèses de toutes les équipes opérationnelles, métiers, marketing, etc., qui vont dire moi, je verrais bien tel persona, on peut les valider derrière et on peut trouver ce langage commun qui est hyper intéressant. Alors, là, vous avez évoqué un peu le champ des possibles d'un point de vue, on va dire, technique. Et qu'est-ce que ça peut être de nature à changer sur les décisions qui sont prises? Qu'est-ce que ça rend possible comme décision?
Là aussi, c'est des éléments qui sont importants en lien avec ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure en introduction, le besoin de mettre en action les insights et les données combinées. Oui, effectivement, t'es sur un truc où c'est la fin de l'ignorance. C'est-à-dire que tu ne peux plus dire je ne sais pas ce que pensent les 90%. Et ça fait énormément de différence. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais je me suis souvent retrouvé dans des situations où il y avait des stakeholders qui, de bonne foi ou de moins bonne foi, disaient on ne sait pas ce qu'ils pensent, donc je n'ai pas envie de casser le château de cartes et je ne vais pas aller proposer quelque chose à un client qui n'a rien demandé, ce qui peut être logique, mais là, on est quasiment dans une obligation d'action. Donc ça, pour moi, ça change quand même pas mal la vie. Et une obligation d'action, comment se passe cette action finalement? Comment est-ce qu'on décide? Comme disait Gilles, c'est hyper délicat parce qu'on ne veut pas détruire la donnée en place, on ne veut pas détruire, disons, un modèle de pricing, de stock, etc. existant. On ne veut pas rentrer en conflit nécessairement avec d'autres actions marketing. On ne veut pas que les tempêtes qui ont ravagé notre côte atlantique ces dernières semaines, par exemple, viennent biaiser les résultats d'un test, etc., etc. Donc, il faut prendre toutes ces variables en compte. Ça fait beaucoup, beaucoup de variables. On est bien d'accord sur le sujet. Et c'est là où il y a tellement de variables possibles. Tu l'as dit, Thomas, moi, je pense que ce qui est génial, là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait quelque chose. Vous êtes passé à l'action, vous avez fait ce premier test. Tu l'as dit, le premier test n'était pas impeccable, vous avez dû vérifier les variables, etc., etc. Ça, je pense que c'est ce que ça permet de faire, en fait, de rapprocher data et insight. Ça permet de rentrer dans l'action. C'est-à-dire que, OK, je pense que les accoudoirs cassés sont un facteur de désagrément. Voilà, de désagrément. On va dire, d'insatisfaction. OK, c'est la place 244C qu'il faut corriger. Si sur les 10 trains qui vont partir ce matin, s'il y en a 2 à travailler, ça va être ces 2-là, parce que c'est eux qui ont le plus d'accoudoirs cassés, etc. Donc là, on fait rentrer de la contrainte opérationnelle, on choisit un objectif, on choisit un premier test. Donc on rentre dans le concret, on n'est plus dans donne-moi toutes les variables qui pourraient potentiellement, mais alors OK, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réparer un accoudoir, je peux rajouter un agent d'entretien. Donc, on est vraiment dans le lié de l'action, à savoir ce qui va être logué derrière, l'information technique, etc., avec la satisfaction. Donc, on fait un pont entre les deux. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est difficile de faire des ponts, alors dans le langage comme dans la technique, entre les équipes marketing, les équipes métiers, les équipes business qui portent la vision, les équipes opérationnelles qui gèrent cette vision avec tous leurs aléas au quotidien, etc. Et faire ce pont, je pense que c'est quelque chose qui va développer un grand nombre de capacités pour le futur. Ok, donc là, on a vu, sauf si vous voulez compléter, mais on a vu ce que finalement ce nouveau cadre permet. Mais je voudrais revenir, moi, sur ce à quoi il oblige également. Parce qu'on a évoqué, Gilles a évoqué le fait qu'on peut agir, ok, mais qu'est-ce qu'on va prioriser? Est-ce qu'on va faire une compensation à tous les voyageurs? Ces éléments-là, je pense que c'est très important également de les partager ce matin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un peu les tensions ou les obligations que ce nouveau cadre impose? Moi, je commencerai par l'obligation de faire travailler ensemble les gens qui vont t'apporter cette donnée. Ouais. Je pense que... Oui, la base, elle est là, déjà, ouais. Parce qu'il faut qu'on arrive à parler le même langage. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Ok, donc là, ça oblige à créer cet espace de collaboration. Et je vois que vous avez beaucoup souffert, je crois. Vous pouvez en parler, il n'y a pas de souci. Il a fallu force de chocolat pour nous mettre d'accord. Non, mais c'est certain. Donc, vous êtes en train de nous dire, en plus, c'est sympa de travailler avec Data ensemble. ou avec Insight. Bon, non, il y a un grand mot savant pour ça, c'est l'interopérabilité.
On avait promis qu'on mentionnait Il faut l'expliquer alors. Ça, il faut l'expliquer. Ça plus chocolatine, t'as 2 points d'écart. Non, chocolatine, on reviendra sur les différences de traduction, je crois, en fin d'épisode. L'interopérabilité, ça veut dire la même chose pour tout le monde, enfin je l'espère. Selon moi en tout cas, ça veut dire qu'on va parler le même langage, entre humains en tout cas, on va parler le même langage, donc on va être capable de travailler ensemble. Parce qu'effectivement, si toi, demain matin, ton rôle, c'est d'apporter 2 chocolatines au travail, et moi, c'est 2 pains au chocolat, si ça se trouve, voilà, ça va être difficile de collaborer ensemble. Donc, il faut qu'on parle le même langage. Et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau, qu'un conducteur de train parle le même langage qu'un développeur de SNCF Connect. Je prends un exemple encore plus loin, exprès. C'est un véritable challenge. Heureusement, on a l'IA, on a Claude, etc., qui sont en train de rentrer dans le code pour nous aider à faire ce grand cleaning, ce grand nettoyage, mais ça passe par mon thème favori, qui est la data gouvernance aussi, bien entendu. Et c'est pas très fun, c'est pas un thème qui est génial, c'est pas un thème dans lequel on a envie d'investir. Cependant, il est rendu sexy par ce genre d'opération, parce qu'on voit bien que sans une bonne gouvernance de la donnée, moi j'irais même jusqu'à dire sans une bonne souveraineté de la donnée de la part des équipes métiers et des équipes techniques, donc ça va aller ensemble, on aura du mal à avancer. C'est difficile au début, il faut accepter de parler un langage différent, de s'accorder, etc., de définir, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire régularité, qu'est-ce que ça veut dire confort, à partir de quel moment ça devient confortable, etc. Et tout ça, voilà, ça passe par des discussions, du temps de travail. Donc ça oblige à une clarification interne sur son patrimoine de données, et ça oblige aussi à responsabiliser un certain nombre de propriétaires des données. Ça, je trouve que c'est une transition intéressante. La DSI sort de la cave un peu, on va dire, et se met à se balader dans les couloirs des métiers, etc. Et selon moi, c'est aussi la meilleure marche à prendre aujourd'hui pour préparer pour l'intervention des AI demain, de l'intelligence artificielle. Ça pave effectivement le chemin vers une exploitation plus intensive. Est-ce qu'il y a d'autres obligations? L'obligation, alors, donc l'obligation déjà de faire se parler la data, mais moi, il y en a une qui me parle aussi, c'est une fois que tu as cette donnée, qu'est-ce que tu en fais? Une fois que tu sais à 70% qu'un de tes voyageurs n'est pas content, quelle stratégie des moyens tu mets en œuvre pour faire en sorte de regagner ce client? Alors, c'est pas... je serais curieux de savoir comment vous y êtes pris à la SNCF, mais moi, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui n'a pas exprimé de signal, comme à quelqu'un qui t'a mis une mauvaise review, par exemple. Quelqu'un qui t'a mis une mauvaise review, tu sais quoi faire, t'as des... alors que quelqu'un qui ne t'a pas exprimé, ça doit rendre un petit peu humble comme démarche. D'ailleurs, Thomas, je serais très, très, très curieux que tu nous expliques à un moment quelles itérations vous avez eues pour trouver la bonne manière de leur parler à ces gens-là. D'ailleurs, il y a une question là, de Willy qui est intéressante. Je pense que beaucoup de gens se la posent. Dans quelle mesure les 10-15% de personnes qu'on interroge et sur lesquelles on a de la donnée déclarative sont représentatives des 90% non répondants? Alors, l'avantage côté SNCF, c'est que même avec 10% de taux de retour, ça fait énormément de clients. Et donc, on a la chance en fait d'avoir une base suffisamment représentative et donc de pouvoir faire cette propagation. Par contre, la question, elle vaut effectivement sur des bases de données qui sont plus petites, où il y a peut-être beaucoup, effectivement, des angles morts complets. Là, le modèle ne fera pas de magie. Le modèle, il apprend sur la donnée déjà existante. Et donc, ça veut très certainement dire déjà faire des boosts sur les cibles sur lesquelles vous n'arrivez pas en fait, à capter l'information. Après, on fait toujours une vérification du modèle au fil de l'eau, et c'est d'ailleurs un point important, la data quality, on les voit souvent du côté de la DSI, beaucoup moins finalement des équipes métiers, mais une équipe connaissance client comme la nôtre doit aussi avoir cette rigueur-là. Donc nous, on a une instance mensuelle sur laquelle on revoit finalement la qualité de nos modèles, de telle manière à vérifier qu'il n'y ait pas de biais
puisque le comportement client aussi il évolue dans le temps, donc ça nécessite parfois de reparamétrer. Et je rebondis juste sur une petite question technique. Est-ce que dans la mesure de satisfaction, c'est uniquement le NPS ou on utilise d'autres indicateurs qui permettent de calibrer en fait Excellente question, bravo. Plus un point à la personne de cette question. Très bonne question, effectivement. Il y a deux choses qu'on regarde. Le niveau de satisfaction client, on en déduit en fait du cumul d'expérience sur la satisfaction client à chaud, donc vraiment post-voyage, le NPS à froid que j'évoquais dernier. Puisqu'on sait qu'en fait, il y a des expériences qui vont être plus cristallisantes en fait dans l'historique de voyage que d'autres. Donc ce qu'on fait surtout, c'est qu'on score, et si je vais jusqu'au bout de révéler nos secrets de fabrication, c'est cadeau. Ce matin, en réalité, on ne score même pas en fait la satisfaction client, mais l'insatisfaction. Parce que, alors ce qui semble comme ça bête, mais on a mis un certain temps en fait à pivoter là-dessus, puisque en fait, ce qu'on cherche, c'est surtout à agir sur les clients insatisfaits. Et donc, on a voulu surtout booster la qualité de la précision de nos modèles sur cette cible. C'est génial parce qu'on... J'ai une dernière question de l'audience. Alors là, pas sur un aspect technique, mais plus sur un aspect organisationnel. Pour avoir ce dialogue en fait entre data et insight, est-ce qu'on est dans une transformation de l'organisation? Est-ce qu'on est, parce que souvent c'est très siloté, est-ce qu'on est dans un changement culturel? Est-ce qu'on est simplement dans un ajustement? Donc quelle est l'amplitude en fait des changements à amener? Très bonne question aussi. Alors, moi, je n'ai pas eu beaucoup de mérite il y a 6 ans quand je suis arrivé, parce que les équipes étaient déjà toutes au même endroit. Donc ça a été un travail en moins à faire. Pour autant, ces deux équipes-là, en fait, ne travaillaient pas ensemble. Donc, en fait, on aurait pu les mettre dans l'organisation à des endroits complètement différents, que ça n'aurait posé de problème à personne derrière. Et donc, il y a eu un gros travail. Ça nous a pris 18 mois de transformation, de telle manière à, étape par étape, redonner finalement un sens commun à l'équipe et puis à construire des méthodes de travail. C'est aussi beaucoup passé par le langage commun qui n'existait pas aussi au début qu'évoquait Sixtine. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je me suis fait d'ailleurs accompagner. Alors nous, on a la chance d'avoir une direction qui s'appelle l'excellence opérationnelle côté SNCF Voyageurs, de telle manière à vraiment reprendre des choses qui sont très loin de l'expertise data et insight au début, qui sont plutôt des méthodes de travail, de telle manière à avoir des instances dédiées. Et je dirais que dans ce projet Predixat, pour le coup, on l'a vécu à une autre échelle, parce qu'il a fallu réunir data, client, insight, client, mais il a fallu qu'on appelle nos collègues d'à côté qui gèrent toute la data de nos TGV. Pour le coup, ils ne sont pas dans mon organisation, je n'ai pas velléité à les rapatrier de l'autre côté. Mais pour ce projet-là, on avait besoin de pouvoir travailler ensemble. Et donc, de la même manière, il a fallu qu'on se mette autour de la table, qu'on y trouve un intérêt commun. Donc aujourd'hui, on vous parle beaucoup d'humain. Il y avait aussi un intérêt pour les équipes de l'autre côté. Je pourrais rentrer dans le détail si ça intéresse, qu'on a un peu de temps après. Derrière, et se reposer la question de quel est notre langage commun. Parce que le borne du client, c'était facile, mais mes collègues des techniciens ne parlent pas le même langage que moi. Pour vous prendre un exemple très simple, vous, quand vous achetez un billet de train, vous achetez ce qu'on appelle un train date, c'est-à-dire que vous achetez pour la destination. Le technicien, lui, ce qu'il manipule, c'est ce qu'on appelle la RAM, c'est l'objet physique. Et la RAM, dans la journée, en fait, elle va aller faire plusieurs allers-retours, et donc en fait, plusieurs trains dates. Et donc, vous avez des choses qui peuvent tomber en panne en cours de route. Donc, le technicentre, à la sortie le matin, il dit que tout fonctionne. Et puis, les WC vont tomber en panne en cours de route. Et donc, les clients vont être insatisfaits sur un des trains de la journée. Or, le technicentre, lui, il le verra que le soir. Et donc, ça nécessite aussi de se reposer la question de, finalement, quelles sont les tables supplémentaires qu'il faut créer de telle manière à accéder à ce langage commun-là, qui n'était pas du tout une problématique avant qu'on se mette autour de la table. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vu ce que ce nouveau cadre permet, plus d'action, plus de proximité avec le client. On a vu aussi que ça nécessite un certain nombre de transformations, gouvernance de données, installation d'un climat de collaboration entre data insight, mais ce que vient de dire Thomas est intéressant, c'est-à-dire au-delà,
également des services data insight. Donc finalement, si on prend un peu de recul entre ces promesses et ces obligations, qu'est-ce que ça change finalement dans le cadre de décision et d'apprentissage pour une organisation qui se met dans ce nouveau cadre? Qu'est-ce qui veut démarrer? Moi, là, ce que tu me dis, ça me fait penser à deux thèmes sur lesquels, à mon avis, il faut apprendre quand tu mets en place un dispositif de CX prédictif de type PredictSat. Je me dis, moi, les deux thèmes qui me viennent en tête, c'est un, comment tu évites de faire de la surqualité, et de deux, comment tu évites de changer les attentes de tes clients d'une manière qui va soit renier tes marges, soit mettre la barre trop haut. Alors, pour l'histoire de la surqualité, ce qui se passe, c'est que si tu systématises le geste compensatoire, finalement, tu lèves la barre à chaque fois. Et on sait que la satisfaction, c'est quelque chose qui est transitoire. Et qui peut évoluer, qui évolue par rapport à une attente. Si toi tu fais évoluer cette attente, comment tu gères ça? Alors il y avait pendant la préparation, Thomas nous avait donné un exemple qui était très 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 pertinent, qui est celui des hôtes de propreté. Effectivement, je peux vous le partager. Les Ah, hôtes de propreté, ouais. on les a mis beaucoup grâce aux enquêtes de satisfaction. Ça fait partie des actions macro qu'on peut prendre sans faire de la prédiction à l'individu. C'est des choses qui sont arrivées juste après le Covid. Au début, effectivement, dans les enquêtes de satisfaction, ça ressortait beaucoup comme des points supplémentaires et des points positifs. Aujourd'hui, c'est devenu la norme dans nos TGV. Ça fait partie des standards. Et donc, effectivement, il n'y a plus de gain de points de satisfaction. Par contre, quand ils n'y sont pas, il m'arrive régulièrement, effectivement, de lire des verbatim clients en disant « je n'ai pas vu l'hôte de propreté ». Donc, effectivement, on a changé de référentiel. Donc, ce qui avant était une nouveauté derrière est devenu effectivement le standard un prérequis. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à gérer finalement cet élément de dynamique? C'est quoi la réponse à cette... La réponse, c'est qu'il va falloir être patient, malheureusement. Il va falloir avoir envie d'aller mesurer l'impact sur le court terme. Alors, on pense à un A/B test, un train qui a un agent versus un train qui n'a pas d'autre agent. OK, super. Et après, on revient sur cette idée de mesure d'impact. Comment est-ce qu'on mesure l'impact? On va le mesurer peut-être sur la satisfaction sur ce voyage qui est à un instant T. On va le mesurer, mes satisfactions au sens êtes-vous content, oui, non. Ensuite, à chaud, on va le mesurer peut-être sur un LPS plus tard. Est-ce que cette personne est devenue détracteur promoteur? Et moi, j'ai envie de tirer encore plus loin. Il y a une variable en e-commerce qu'on utilise énormément, une métrique, qui est la Customer Lifetime Value. Alors en français, la valeur. On dit c'est en français. J'ai jamais entendu dire autre chose que ça. Pardon, valeur client. Voilà. Donc, qui est la valeur totale. Parce qu'un client peut être très insatisfait. S'il n'a pas le choix de faire Paris-Bordeaux 6 fois par mois, il va continuer à le faire. Et la question pour la SNCF, tant qu'il n'y a pas de concurrence, on parlera de la concurrence après, tant qu'il n'y a pas de concurrence, c'est finalement, le client continue à boucler son trajet, il est content, pas content. Est-ce que mon objectif, c'est que le client soit content? Est-ce que mon objectif, c'est que le client soit promoteur, qui est encore autre chose? Est-ce que mon objectif, c'est que le client ne soit pas content? Voilà, le client ne soit pas content, qui est encore un autre objectif. Donc, mon point, c'est vraiment, il faut absolument définir correctement son objectif, sa mesure d'impact ou ses mesures d'impact et sur le court et sur le long terme. Et c'est là où on va arriver à rentrer dans une dynamique où on peut, de manière confiante, en fait, proposer des sujets, des améliorations et tout. Parce que si on ne connaît pas l'impact, ça va être très, très difficile de dire qu'on va y aller au doigt mouillé. On va dire oui, ça me semble pas mal, ça me semble être une bonne idée, ça coûte cher, ça coûte pas cher, voilà. Mais derrière, on a besoin d'impact tangible. Ouais, mais moi, j'ai envie de dire quand même, ça peut t'obliger à tomber dans la surqualité à un moment, mais c'est quand même des leçons que tu as apprises. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu as un dispositif de CX, prédictif ou pas,
qui est hyper mature, que tu as depuis des années, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, parce qu'on est dans ce contexte-là. Toi, tu connais les drivers de satisfaction, les drivers d'insatisfaction, tu sais ce qui fait la différence. Or, les concurrents ont... moi, tu me diras, mais il y a fort à parier qu'eux-mêmes, ils font la surqualité en démarrant pour gagner de la part de marché, comme un peu l'a fait un Uber au début avec les fameuses petites bouteilles d'eau, petits bonbons et tout. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une bouteille d'eau dans un Uber et eux, ils vont avoir un problème de ok, quand est-ce que j'enlève ces petits goodies qui ont fait ma petite différence au début? Est-ce que c'est vraiment ça qui rend les clients contents? Eux, ils ne sauront pas, toi, tu sauras. Et ça les empêchera de devenir rentables vite. C'est le genre de petits trucs qui vont les empêcher. Donc, c'est quand même un avantage concurrentiel. Donc, en fait, ce que tu dis, Gilles, là, c'est que finalement, la construction de cette connaissance, de cet apprentissage et ce calage permanent avec les retours qui sont permis avec l'ensemble des parties prenantes, va constituer un atout qui, s'il est bien géré, comme le disait tout à l'heure Sixtine, va alimenter des IA qui vont pouvoir aider dans ce cadre de décision. Mais ce que je retiens aussi, c'est que on se retrouve à devoir décider. Je rebondis sur ce que tu as dit, Thomas, tout à l'heure, où tu nous as parlé de cibler les pas contents. Donc ça a été le fruit aussi de discussions, d'échanges, de calage. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans cette dernière partie de l'apprentissage et de cette entreprise apprenante au travers de la mise en place de ce dispositif. Alors, Thomas, peut-être parce que l'heure tourne, comment est-ce que tu veux réagir à ce qui a été dit? Tu t'es déjà exprimé pendant l'intervention, mais peut-être que tu as d'autres éléments à partager avec nous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Déjà, vous êtes prêté à l'exercice jusqu'au bout. Je vais effectivement rebondir sur les balles que vous avez lancées derrière. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce projet, on a fini par ranger un peu la chambre et se dire, effectivement, c'est quoi l'intérêt de croiser qualité produite et qualité perçue, et peut-être pareil, toujours dans cette logique, essayer de vous aider aussi à vous projeter sur vos propres business. Je vous propose une lecture à 3 niveaux, 3 étages d'une fusée. Le premier, et vous l'avez dit, c'est décider en fait tout ça, à quoi ça sert. Et donc pour moi, c'est vraiment le premier étage de la fusée, la vision vraiment très macro, la vision stratégique. C'est comment je pilote par un impact prédictif et pas uniquement par mon historique, en utilisant cette qualité produite et cette qualité perçue. Et donc, pour ceux qui, à travers toute cette matière, doivent s'exprimer à partir vis-à-vis de leur comité de direction ou de leur COMEX, l'enjeu pour moi est d'arriver finalement à aligner la voix du client avec les indicateurs internes de l'entreprise. Ça permet vraiment de faire le lien jusqu'au bout et donc vraiment de le mettre en résonance avec la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on veut dédommager tous les clients? Est-ce qu'on veut le faire avec une enveloppe budgétaire contrainte derrière? Et donc, en fait, c'est ça qui doit guider les actions. Et donc, pour un même modèle, vous avez des stratégies qui peuvent être complètement différentes au sein des entreprises. Alors, en l'écrivant dans la semaine, je me suis dit, bon, ça paraît un peu bateau comme ça de le dire, il faut faire le lien derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit si évident, en fait, pour le faire. Alors, donc, il y avait 2 questions que je vais poser. C'est 1, est-ce que vous avez déjà ce que nous, on appelle des indicateurs miroirs, donc des indicateurs qualité perçue qui font le lien avec la qualité produite? Et 2, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans des logiques d'estimer vos ROI de manière prédictive avant d'investir? Ce que je veux dire par là, c'est qu'un modèle comme ça, on peut se dire, je vais mettre X millions sur la table pour améliorer ma qualité de service. On sait déjà l'estimation finalement du gain de satisfaction qu'on peut avoir. Donc je trouve ça sympa, parce que dans des organisations où parfois on oppose le business à la satisfaction client en se disant si on fait l'un, on ne fait pas l'autre, machin, on rentre dans des cycles un peu plus longs de ces discussions derrière. Donc ça, c'est la première étage de la fusée, macro-stratégique. Le deuxième, sur le méso, on va rentrer dans des logiques qui sont plus opérationnelles. Là, vous pouvez descendre sur des indicateurs qui sont un peu plus fins. Alors, le propreté va se décliner. On a parlé haut de propreté, par exemple.
Et ça, c'est ultra important pour moi parce qu'on a évoqué l'effort que devait faire la DSI vis-à-vis des départements connaissances clients. Moi, je le martèle au quotidien aux équipes. Il y a aussi un boulot à faire aux équipes connaissances clients de parler le bon langage avec les équipes métiers si on veut qu'elles puissent utiliser finalement toute notre matière derrière. Et donc, cette déclinaison des indicateurs à la maille du métier avec laquelle vous êtes en train de parler, elle est essentielle. Et vous pouvez aussi rentrer dans des zooms géographiques et puis temporels. Et là, de la même manière, finalement, pour une équipe opérationnelle que vous avez devant vous, leur dire, en augmentant de X points votre indicateur de production que vous connaissez par cœur, parce que c'est votre métier au quotidien, on sait déjà vous dire par avance que vous allez améliorer la satisfaction de vos clients tout le temps. Ouais. Et donc, au-delà de la partie très data, très business, vous rentrez aussi dans un lien où vous redonnez du sens au métier de chacun, et donc vous donnez aussi de l'impact, parce que ça a été aussi dit par Gilles et Sixtine. Vous pouvez avoir le plus beau modèle du monde, si l'exécution n'est pas bien réalisée derrière, en fait, il ne se passera rien à l'arrivée. Et donc, une des recommandations qu'on pourrait faire, ne cherchez pas le modèle parfait. Une fois que ça fonctionne, vous pouvez déjà vous lancer dans une dynamique. Par contre, passez beaucoup de temps sur l'exécution. Et pour te répondre, Gilles, on a testé sur des études avant de lancer en action très concrète, de telle manière à fermer des portes qui nous semblaient, depuis notre bureau, des bonnes idées, des grosses bêtises à ne pas faire. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée, mais opérationnel. Et le dernier va être le micro, l'individuel, alors qui semble le plus facile quand on touche la matière, où là, on rentre vraiment dans une logique de marketing personnalisé à grande échelle. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de modèles aujourd'hui qui permettent comme ça d'arriver à faire de la masse, mais de l'individuel. Donc, on est aussi à une période assez excitante autour de l'IA, même si vous avez compris, il n'y a rien de... Enfin, ce n'est pas de l'IA générative, ni agentique. Ça reste de l'IA prédictive, du learning machine à l'époque où IA n'était pas à la mode derrière, mais ça fonctionne très bien. Ça peut effectivement vous donner un avantage compétitif, mais de la même manière, si c'est bien exécuté. On peut avoir 2 fois le même modèle, suivant la stratégie que vous avez déclinée et la manière dont vous l'exécutez, la manière dont vous avez embarqué les équipes qui vont l'exécuter, vous pouvez avoir 2 résultats complètement différents. Et cette partie micro, elle est sympa parce que ça permet finalement d'irriguer tous nos départements, connaissances clients, CRM, ceux qui designent le programme de fidélité, parce que ça ouvre un champ des possibles aussi sur un niveau de personnalisation supplémentaire. Le micro, il est aussi dans le détail en interne, et vous l'avez évoqué, il y a effectivement beaucoup de travail sur la donnée à faire, et c'est un des messages aussi peut-être qu'on peut partager ce matin. Si en faisant cet exercice-là, vous vous posez la question de quelles données je pourrais utiliser, vous vous rendez compte finalement qu'il vous en manque. Voilà, il ne faut pas le vivre comme un échec, c'est juste la première étape du projet. C'est beaucoup plus smart que de se lancer dans un modèle avec pas les bonnes données derrière. Et pareil, c'est un webinaire, ça dure 1 heure, tout va très vite, on a l'impression que tout est magique. Je vous rassure, on a fait un premier modèle qui fonctionnait très bien, et pour aller plus loin, on s'est rendu compte effectivement qu'il nous manquait de la donnée, et ça nous a permis de travailler avec la DSI, notamment de telle manière à avoir une donnée plus fine, qu'on n'avait pas parce qu'elle ne servait pas. C'est très bien de ne pas avoir de données qui ne servent à rien, de stocker. Donc ça peut être aussi un accélérateur de la data, et Sixtine, tu l'évoquais, j'y crois aussi beaucoup pour être au rendez-vous de l'IA générative demain. Donc si un projet comme ça peut aussi finalement donner un coup d'avance sur l'enrichissement des data internes à vos organisations respectives, finalement c'est aussi une bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour structuré, et je pense qu'il donne un véritable aperçu de la transformation finalement que génère le fait de disposer de ces données prédictives, le caractère cyclique d'apprentissage en permanence. Je ne sais pas si Gilles, Sixtine, vous voulez réagir, sachant qu'on est déjà un peu en retard. Moi, je veux juste dire que s'il y a des petites entreprises, plus petites que la SNCF, parce que j'en accompagne beaucoup, j'accompagne toutes les tailles d'entreprises, qui se sont posées plein de questions là et qui se demandent dans quelle mesure c'est applicable
chez eux, avec moins de data, moins de gens, etc., ils peuvent éventuellement rester un peu plus avec nous, on pourra poser des questions là-dessus. Et moi, je suis in love avec la logique de dire, si tu augmentes telle partie de ta production de tant de points, tu vas gagner tant de points de satisfaction. Ça, c'est quelque chose qui te permet vraiment de guider ta force de travail avec, en concentrant les énergies. Et ça, c'est vraiment, c'est comme ça que vraiment tu améliores ta prestation pour de vrai. Là où ça va pour toi. Alors, on va s'en tenir là sur cette partie. On a quelques questions, mais auxquelles on répondra après pour ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps. Ça marche. Alors, on va passer une rubrique qu'on aime bien avec Guillaume. C'est la rubrique traduction simultanée. Parce que on l'a vu, hein, et cette émission ne s'appelle pas par hasard comme elle s'appelle. Et on s'est dit, évidemment, naturellement, le terme devait tourner autour de satisfaction. Et on a décidé d'élever le sujet d'un cran. Et le terme que vous avez retenu, et vous allez exposer, c'est le terme fidélité. Alors, comment ce terme est vu d'un côté et de l'autre? Tu commences ? Je t'en prie. Ah, ok. Allez. Nous, la fidélité, côté Insights, quand tu fais une enquête, la fidélité, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est quelque chose d'intérieur que tu extériorises, que tu exprimes via un questionnaire, et qui, je pense, est assez complémentaire de la fidélité exprimée en CLV, enfin, en Customer Lifetime Value, Ouais. et en données comportementales. Parce que tu peux avoir des consommateurs qui achètent tous les mois, mais qui finalement ne sont pas engagés émotionnellement vis-à-vis de ta marque, et inversement. Moi, je pense que avoir la fidélité par questionnaire et la fidélité ressentie par les gens, en plus d'une fidélité qu'on voit dans les livres de compte, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, ça te permettra notamment de faire la différence entre les fidèles et les captifs. C'est pas pareil. Pas pareil, effectivement. Sixtine, comment est-ce que tu vois la fidélité vue de ta fenêtre? On parle évidemment marketing. Alors, spontanément, effectivement, c'est la CLV qui me vient en premier lieu à l'esprit parce que ça a été, en tout cas dans les 10 dernières années, avec la bulle des startups, etc., ça a été la métrique phare pour tous les investisseurs à l'occasion de tous les board meetings. Donc voilà, on calcule la CLV. La CLV et de là, en gros, est défini votre prochain investissement. Très simple. Comment on allait ensuite la chercher, nous? On allait chercher des données comportementales, donc on cherchait dans l'action concrètement qu'est-ce qui fait un utilisateur fidèle, à savoir il rachète, il se réinscrit, il a une fréquence de connexion importante. Il cross-sell, il découvre les captifs, on les identifie chez nous parce qu'ils achètent toujours la même chose. Chez Omio, on avait... c'est le proxy, en fait. Voilà, le Berlin-Hambourg du lundi au vendredi, lui, c'est un captif. C'est pas il n'a pas le choix. Enfin, Hambourg et Berlin sont deux villes magiques, mais il n'a pas le choix. Et donc, distinguer effectivement les fidèles des promoteurs des captifs, ça devient super intéressant. Nous, on va aller chercher des signaux dans la donnée, dans nos logs, qui sont soit déclaratifs, à savoir « j'ai aimé ce voyage », soit implicites, comme « je rachète ce voyage ». Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce double regard. Et à nouveau, on voit évidemment la complémentarité. Il n'y a pas une vision qui est meilleure que l'autre. Il y a simplement deux visions qui viennent se compléter et enrichir une thématique particulièrement clé, au-delà de la satisfaction, la capacité à renouveler le business. Si je peux rebondir oui, juste bien sûr, bien sûr. Je ne vous ai pas répondu sur le cycle de vie. Effectivement, le fait de lancer des projets comme celui-là, c'est la magie de nos boulots. Ça génère plus de questions à l'arrivée qu'on en avait au départ. Et donc, effectivement, dans les questions qu'on a maintenant, c'est finalement, effectivement, face aux actions qu'on a prises sur les cibles identifiées, combien de temps ça dure quand le client est de nouveau confronté à un pépin, est-ce qu'il redescend au même niveau que ceux sur lesquels on n'a pas hésité sur ces logiques et stratégies un peu de compensation derrière? Et donc voilà, c'est aussi une autre manière de regarder la fidélité derrière. Et donc ça, c'est passé effectivement beaucoup par du test and learn aussi, et des choses à réinjecter
dans les scores de CRM demain. Voilà. Ouais, encore à nouveau, ce cycle d'alimentation transversale. Quelque chose de très vivant. Exactement. En fait, dans le temps. Toujours, effectivement, il faut toujours travailler déjà le coup d'après, quoi. Exactement. Alors, Guillaume a lancé une nouvelle... Ouais, sur votre vécu des collaborations Insight et Data au sein de vos organisations. On arrive à la fin de cet épisode. Une question ou la conclusion? Alors, peut-être la conclusion, et puis on tâchera de répondre aux quelques questions. Il y en a qui sont super intéressantes après ta conclusion, pour laisser le temps à ceux qui ont des obligations derrière de pouvoir nous quitter. Ça marche. Mais surtout, si vous voulez rester pour écouter les quelques réponses aux questions qui sont super intéressantes, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour toutes les interventions. Je pense que ça a été extrêmement riche. Merci pour ce beau Voilà. usage. Ouais. Et moi, si je devais retenir quelque chose de nos échanges de ce matin, serait ceci. Finalement, quand on déplace la frontière entre ce qui est connu et ce qui ne l'est pas, on n'ouvre pas seulement de nouvelles opportunités. On entre en fait dans un nouveau cadre de décision, une nouvelle façon de prendre les décisions. Donc c'est un cadre qui offre beaucoup d'opportunités, vous les avez évoquées. C'est un cadre qui oblige aussi à un certain nombre de choses. On va parler de gouvernance, entre autres. Donc, mais ça oblige à revoir la manière de collaborer, de partager la connaissance et surtout d'arbitrer. Arbitrer entre satisfaction et coût, personnalisation et équité, court terme et trajectoire de fidélité. Et plus nous élargissons le champ du connu, plus nous devons expliciter ce que nous choisissons vraiment de faire. Est-ce que nous n'acceptons pas d'optimiser quelque part? C'est aussi choisir, c'est renoncer. Le modèle ne décide pas, il exécute, mais le processus de décision, lui, change de nature. On le voit, il devient plus collectif, en tout cas plus imbriqué, il est plus visible, il en devient plus exigeant. Et paradoxalement, je crois que cette exigence qui crée plus de cohérence interne, qui crée plus d'alignement stratégique et qui, au final, peut créer une marque plus différenciée. Peut-être que le vrai sujet de ce matin, ce n'était pas la prédiction, mais la manière dont une organisation assume ses arbitrages quand elle sait davantage de choses. Merci à vous, Merci. Guillaume. Merci à tous les trois de vous être prêtés à ce jeu de l'épisode et de la rencontre entre Data et Insight. C'était vraiment passionnant. Pour ceux qui nous quittent, il y a un petit rating, un petit sondage. N'hésitez pas à donner vos feedbacks en partant. On vous fera passer également un petit questionnaire pour avoir vos retours. J'espère qu'on a, lors de cet épisode aussi, qu'on vous a montré l'intérêt justement de la collaboration entre Insight et Data. Et nous, on sera à vos côtés pour vous aider justement à construire ces collaborations avec Zulu. Merci encore à tous de votre écoute. Et je vais lister les questions. Alors, il y avait une question de Elisabeth qui est assez sympa, on est souvent habitué dans l'Insight d'avoir des mesures barométriques. Et Elisabeth demandait, après propagation sur toute la base, est-ce que la valeur de SAT et de NPS, est-ce qu'elles ont bougé par rapport à la mesure uniquement déclarative ou est-ce qu'elles ont baissé ou augmenté? Alors, elles ne sont pas bougé, en tout cas pas beaucoup, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a fait ces dernières années un énorme travail pour redresser nos chiffres de satisfaction client. Donc, ils avaient beaucoup baissé il y a quelques années. Avec beaucoup de notes en interne pour expliquer pourquoi est-ce qu'on baissait les chiffres. Mais aujourd'hui, on a une mesure de satisfaction qui est très représentative en fait de nos clients. Ce que je disais tout à l'heure, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche pour nous sur pas mal de cibles, voilà, parce qu'en fait, c'est booster en fait de l'information qu'on a déjà. Plutôt que de créer de la donnée sur des échantillons sur lesquels on n'aurait pas d'informations aujourd'hui. Une question sur les principaux freins aussi dans le déploiement.
Ce qui était le plus compliqué, tu as parlé de l'exécution. Oui, bon, alors c'est pareil, dans les choses, si vous voulez vous lancer et pas faire les bêtises qu'on a faites, commencez déjà à réfléchir en fait à la partie use case, test, avant même de lancer le modèle, puisque en fait, forcément, je l'ai fait de manière très séquentielle, vous l'aurez compris. J'ai mis quasiment plus de temps en fait à arriver à lancer l'expérimentation qu'à designer le modèle. Parce que dans les grosses organisations, quand vous arrivez avec un projet, les roadmaps sont déjà chargés. Vous n'avez pas forcément la brique technique quand vous êtes sur de l'innovation pour pouvoir vous lancer très vite là-dessus. Et donc, il a fallu trouver un collectif. J'en profite pour les remercier. Parce que ça a été beaucoup de saisies manuelles de telle manière à pour faire des expérimentations qu'on a voulu faire, de telle manière à effectivement démontrer que le ciblage qu'on en faisait et l'exécution que j'évoquais tout à l'heure permettait effectivement de rentrer dans ces logiques-là. Et donc, on a la fierté aujourd'hui que c'est dans les roadmaps de nos collègues. Donc, ça va être industrialisé, ça l'est déjà pour partie. Mais effectivement, il a fallu convaincre. Pour la petite histoire, la première fois que je suis allé présenter ce projet-là, pareil, dans les choses à ne pas faire, je l'ai présenté beaucoup sous forme de modélisation derrière. Et le retour qu'on a eu, c'est encore un modèle. Derrière, donc, voilà. Donc nous, on y croyait jusqu'au bout, donc on est allé jusqu'au bout, et effectivement, pour arriver à faire bouger les lignes, arriver déjà quasiment en fait avec l'action Et le bénéfice. Voilà. Et au-delà du collectif data, où il faut arriver à tous faire travailler ensemble, déjà élargir votre collectif à ceux qui vont pouvoir vous aider à passer à l'action. Ouais. Très important. Pour valider, comme ça, pour valider les missions qui sont prêtes ou pas prêtes. J'ai un test très simple. Il faut demander 5 fois pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire un modèle? À quoi ça va te servir? Non mais d'accord, mais pourquoi? Je veux augmenter la satisfaction. Ok, mais pourquoi? Personne ne veut le faire comme ça, gratuit. Ok, mais pourquoi? Et là, creuser jusqu'au bout, on va arriver en général à un truc beaucoup plus opérationnel. Et de là va sortir une variable plus proche et plus précise. Mais essayer d'optimiser en mathématiques, essayer d'optimiser une équation sans avoir l'intention. L'intention, c'est... Enfin, si on n'a pas choisi, si on cherchait le min ou le max, on n'aura pas de réponse. Il n'y a pas de secret là-dessus. On retrouve là le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est je décide sur quoi, quels sont les critères qui sont importants pour moi pour arbitrer. Donc on est vraiment en train de bien illustrer ça. Ce qui passe du coup par une étape aussi de conviction, puisque ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre le métier d'à côté potentiellement d'agir différemment demain. Et le modèle va aider à. Et donc ça, effectivement, quand vous êtes pour des directions connaissances clients, vous avez souvent un rôle d'influence, mais vous n'avez pas les leviers derrière. Et donc effectivement, ce travail de conviction, vraiment changer un peu de mindset, de manière en fait finalement d'agir sur un programme de fidélité, d'agir sur votre stratégie CRM, il faut quasiment effectivement la faire de manière conjointe. Donc il y a quasiment 2 travails en collectif en parallèle en fait à faire. La partie Insight Data et au-delà si vous voulez vraiment jouer avec toutes les données de l'entreprise. Et puis cette partie plus métier opérationnel aussi derrière. Il y a quelques questions sur le close the loop, c'est-à-dire il y a de l'insatisfaction, elle est traitée. Est-ce que vous revenez derrière vers les insatisfaits pour leur expliquer comment elle a été traitée? Oui, alors en fait, ce modèle-là, il arrive après. Ça, on ne l'a pas dit parce que ça semble tellement une évidence, mais je le dis quand même. Le but, c'est déjà pas d'incident. Donc, on envoie toutes les données qu'on peut au technicentre pour que tout soit réparé avant. Ça, c'est le mieux. Si l'incident, comme j'évoquais tout à l'heure, il arrive en cours de parcours derrière, on a effectivement tout un tas de mesures qui permettent de traiter de manière très proactive et à chaud. Pour autant, on sait que quand vous êtes sur des cumuls d'insatisfaction ou dans certaines conditions, on n'a pas été complètement au rendez-vous sur cette étape-là, c'est là où effectivement le modèle qui prend plus le client dans son ensemble en fait finalement que juste sur le voyage spécifique derrière. Donc les close the loop sur les actions très proactives, celles-là on les a depuis longtemps. Là on voulait aller un cran plus loin en se disant des fois traiter le cas n'est pas suffisant, on n'a pas été jusqu'au bout. Et donc ce modèle-là, et c'est un peu la boucle de rattrapage supplémentaire, et donc ça va créer une autre close the loop, et celle-là, on manque encore un peu de recul, il faut qu'on emmagasine encore la donnée et l'expérience client là-dessus pour pouvoir savoir exactement. Donc, on sait ce qu'on veut tester,
On sait où regarder. Mais, maintenant, il faut que ça se... D'où la remarque tout à l'heure Ça se passe dans la de rue. Sixtine sur la nécessité d'avoir ce temps plus long Oui, tout à fait. pour avoir la possibilité de cumuler des expériences, des retours et mesurer l'impact à court terme, bien sûr, mais aussi à C'est ça, moyen parce terme. qu'une fois qu'on a réagi à une insatisfaction, effectivement, on l'a évoqué en préparation aussi, on rentre dans un parcours client plus large et on rentre dans une espèce de, ok, je vais d'un état de satisfaction à un état d'insatisfaction plusieurs fois, et peut-être qu'on voit apparaître une nouvelle dimension, c'est au bout de 3 insatisfactions, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc là, on rentre dans une logique plus long terme, c'est fascinant. Tout à fait. Il y a le temps, la durée aussi entre les incidents, la durée du dernier incident. Ouais. L'intensité. J'ai une dernière Multifacteur. question, et pardon pour les questions qu'on n'a pas pu traiter, mais est-ce que c'est Carole qui nous demande, est-ce que c'est encore utile de continuer à réaliser des études de satisfaction quand on a cet outil en place? C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est le premier frein qui m'a été évoqué dans l'équipe. Ils avaient peur que ce modèle-là tue en fait leur expertise. Mais Et donc, la réponse est très claire. La réponse est non. Déjà parce que le modèle s'alimente en fait de ces notions-là. Et il y a des choses en fait que le modèle ne peut pas capter parce que je n'ai pas la donnée. Une des variables très importantes pour nos clients, c'est le gros item. Alors après, je descends, je vois, c'est ambiance. On y met tout dedans. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux covoyageurs. Si je prends pendant le Covid, l'irritant majeur de nos clients était le voisin d'à côté qui ne portait pas son masque. oui. Ça, je n'ai pas la data en fait dans mes bases de données. Pour autant, ça a généré une vraie insatisfaction client. Et donc, sur les top drivers, si les trains sont à l'heure, en retard, si le siège est cassé ou pas, on a. Mais il y a plein de choses qui sont plus compliquées en fait à appréhender. Et cette finesse-là, elle est ultra riche. Donc, oui, les questionnaires de satisfaction continueront. Continuez à nous répondre, s'il vous plaît. C'est ultra riche pour nous. On va encore continuer à améliorer le questionnaire pour vous dans les prochaines années. Et puis, vous avez besoin aussi de garder un fil rouge conducteur. Une des premières décisions que j'ai prises dans la direction, c'est d'interdire tout modèle où on n'a pas une mesure en fil rouge qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de dérive dans le temps. Le comportement client est tout sauf stable. Ça, on avait évoqué dans la préparation les effets de bord liés, sans mauvais jeu de mots, liés au fait qu'on a toutes ces infos et la possibilité d'agir en agissant. Est-ce qu'on modifie le contexte, les attentes? Très beau mot de la fin, peut-être, Guillaume, Oui, je ne sais pas. Tout à fait. Oui, on arrive à la fin de cet épisode. C'était super intéressant, c'était passionnant. Merci à toutes et tous pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il y en a beaucoup. Il y aura un replay qui sera disponible. Donc, si vous souhaitez avoir le replay, faites-nous signe. Si certains d'entre vous, côté client, ont des idées de problématiques à nous soumettre, Data Insight, on sera très preneur pour commencer à préparer le 3e épisode de One Insight Meet Data. Bonne journée à toutes et tous. Bonne collaboration entre les équipes Insight et Data. Et on vous dit à très bientôt. Et merci encore à Thomas, Sixtine et Gilles. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Bonne journée.